Bonsoir à tous et bienvenue au 19h50 sur Canal 2 International. Voici les titres à la une de l'actualité ce soir. Encore des morts sur la route. Ce mercredi, 2 passagers d'un bus de transport en commun ont perdu la vie dans un accident de circulation à Edéa entre excès de vitesse, inattention. Les détails sur cet autre accident mortel en ouverture de ce journal. Dialogue de sourds dans la plantation du Haut-Pendja, la tension est encore vive. Ce matin, d'autres employés se sont joints au mouvement d'humeur entamé hier. Une réunion de crise avec le directeur général est annoncée ce jeudi. Du rififi à la sous-préfecture de Yaoundé 3 et Foulane, cet après-midi, des militants du MRC ont protesté pour réclamer la signature de leur certificat de domicile. À 6 jours de la clôture des dépôts de dossiers, la tension monte. D'autres partis de l'opposition dénoncent ce qu'ils appellent le jeu trouble des administrateurs. On en parle dans la page spéciale législative et municipale de ce journal. 23 ans après, les sons de sa guitare résonnent encore. Kotobas, décédé un 20 novembre 1996, aura marqué de son empreinte le Makossa. Dans ce journal, des notes musicales pour rappeler à votre mémoire l'histoire d'une légende partie trop tôt. Bienvenue une fois de plus au 19h50. Ce début de soirée, le chef de l'État a fait l'annonce via son compte Twitter du recrutement spécial de 500 traducteurs et traducteurs interprètes dans la fonction publique en application des recommandations du Grand Dialogue National. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. 2 morts sur le carreau, c'est le bilan de cet autre accident de circulation survenu à Edéa. Selon les informations, le conducteur du bus de transport en commun entré en collision avec un camion aurait été pris de panique et surtout dans l'engrenage de son excès de vitesse. Christian Bock nous en dit plus. 2 morts et plusieurs blessés dans un accident de circulation au lieu dit Nouveau Péage à Edéa dans la Salanga maritime. À l'origine, on sortait de Yaoundé et on roulait pas à vive allure parce qu'il pleuvait. Nous on ne savait pas qu'il y avait l'accident là devant. Le chauffeur était discret pour dire vrai parce que j'étais presque derrière lui. Le chauffeur était discret. Il a freiné brusquement parce que la voiture a balancé, a basculé. Quand il a basculé, on s'est retrouvé là-bas. Il a même beaucoup combattu pour qu'on ne se retrouve pas plus loin. 16 épaves de ce bus de 70 places et de ces 2 camions semi-rebord stationnés sur la chaussée sont la preuve de la gravité de cet accident. Les voyageurs n'en reviennent pas toujours. Je n'ai pas compris, moi je ne me retrouve pas parce que on dirait que le bus venait de Douala. Or nous venons de Yaoundé, vous voyez la position, donc jusqu'à présent je ne me retrouve pas. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé en réalité. Pour d'autres rescapés, c'est un moment de rendre grâce à Dieu. Je n'exauce jamais une prière en faveur d'un cadavre. Après la mort, le jugement fatal. Donc ta vie est Jésus. Au moment où nous quittions les lieux, les blessés ont été conduits à l'hôpital régional annexe d'Edéa où ils suivent des soins intensifs. Une enquête a été ouverte pour établir les raisons réelles de cet accident. Situation encore sulfureuse ce jour à Djombe-Pendja. Une pluie de gaz lacrymogène a arrosé les employés en colère. La réunion de crise tenue en plein dans ce volcan en ébullition a abouti sur quelques résolutions, notamment la suspension du contrat avec la société de gardinage à l'origine de cette crise. Une réunion demain avec le directeur général des plantations du Haut-de-Pendja. Lil Piedjou et Luciano Doudoujakou nous apportent les précisions dans cet élément. Les agents de sécurité des plantations du Haut-de-Pendja, arrosés par du gaz lacrymogène ce mercredi matin. 2e jour de grève. Même les voisins n'ont pas été épargnés. Tout le monde s'est mis à fuir parce qu'il y a le monde en route. Tout le monde se retrouve sur ma table. Depuis mardi, ce personnel est mobilisé par centaines dans les rues de Djombe. Il s'élève contre les licenciements abusifs. Une première piste de solution ce matin, cette réunion de crise entre la direction de la PHP, le sous-préfet de Djombe-Pendja, le maire, les syndicalistes et les agents de sécurité.
Quelques résolutions sont prises pour calmer ces agents visiblement très en colère depuis hier. Notamment la suspension de la grève, une réunion jeudi dès 8h avec le directeur général, entre autres. La solution au problème des gardiens, c'est que non seulement on a annulé la décision qui faisait venir une société de gardiennage, mais également pour ceux qui tiennent à faire autre chose, on a trouvé des moyens pour leur donner des sommes considérables et consistantes pour qu'ils puissent se reconvertir à autre chose. Pour ces agents de sécurité de la PHP, le mot d'ordre de grève est peut-être levé, mais seule la réunion avec le directeur général de la PHP déterminera la suite. Le sous-préfet a dit, demain le préfet sera là. Le sous-préfet sera là. Et le directeur général lui-même, il sera là. Et il y aura une réunion de clôture. On va conclure tout demain. En attendant cette cruciale rencontre, les agents de sécurité... Et nous nous excusons pour l'interruption momentanée de votre journal en raison de quelques soucis techniques. Nous poursuivons ce journal en parlant de législatives et municipales. Comment se comportent les partis politiques considérés comme petits poussés dans le landerneau politique avant le scrutin du 9 février 2020? Entre tractations pour nouer certaines alliances en vue de présenter les candidats et difficultés à constituer des dossiers, les responsables de ces formations dénoncent ce qu'ils appellent le jeu trouble de l'administration. Michael Chipio et Thierry Nana sont allés à leur rencontre. Il était pourtant viscéralement opposé à la tenue des élections dans le contexte actuel. Le Manidem vient de mettre de l'eau dans son vin et compte être de la course du 9 février 2020. Que nous on a dit depuis que 1000 élections ne valent pas la résolution de la crise anglophone. Vous voyez, c'était vrai pour les présidentielles, c'est vrai aujourd'hui. Néanmoins, pour ne pas apparaître comme des gens qui ne veulent pas changer le rapport de force électif dans le pays, nous avons quand même fait une coalition avec l'UPC. Vraisemblablement, nous aurons une liste du rassemblement des UPC, ça doit la première. Municipal certainement et peut-être législative. Dans le monde où nous serons présents. Ici au siège du parti, alors que l'on travaille encore à constituer des dossiers, des plaintes fusent déjà de toutes parts. La multitude de pièces à présenter, c'est une fanfaronnade. J'ai l'impression que tout ça, c'est pour embêter un peu les candidatures concurrentes, parce que bon, les fonctionnaires font un peu du mauvais jeu vis-à-vis des listes de l'opposition. Même son de cloche au nouveau mouvement populaire, le leader du parti estime que le gouvernement en relation avec le RDPC veut mettre à mal sa formation politique. Dans les pratiquement 10 circonscriptions où vous voulez se présenter, c'est que l'administration refuse ou un impé à aux élections. Nous ne savons pas pourquoi. En faisant quoi par exemple? Ils ne signent pas les dossiers. Les dossiers sont payants. Vous ne payez pas, ils ne signent pas. Et il y a d'autres qui désertent le bureau et vous disent revenez lundi. Lundi, c'est le délai. Il prévient quant à l'issue du scrutin dont les résultats sont déjà connus, selon lui. Ce sont ces grands partis qui ont le financement public, qui ont les réseaux, depuis 60 ans dans le pays, qui ont l'administration, n'est-ce pas, qui sont colonisés par les réseaux, n'est-ce pas? Ce sont ces forces-là qui vont se retrouver à l'Assemblée nationale. Mais quel est leur projet? En attendant le 25 novembre prochain, ces partis se déploient pour que leur liste soit à jour et déposée auprès d'Elections Cameroun. À votre suite, Michael Chipio, d'autres plaintes ont été enregistrées, cette fois-ci à Yaoundé, par le MRC au niveau de la sous-préfecture de Yaoundé 3. On en parle avec vous. Arnaud Gueffak, bonsoir. Bonsoir Aimé Catherine Moukouri, madame, monsieur, bonsoir. Vous le disiez tantôt, du rififi à la sous-préfecture de Yaoundé 3 au quartier Efoulan cet après-midi. Des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont protesté contre l'attitude du sous-préfet face à leur demande de certificat de domicile resté sans suite. Ils ont fait le pied de grue dans le service exigeant la signature de ces documents indispensables pour les dossiers de candidature en vue des législatives et municipales de 2020. Sur les plaintes de ces militants, je vous propose d'écouter Alain Foguet,
au micro de Michel Foucault. Ça fait plus d'une semaine que les camarades traînent ici. Nous sommes à quelques heures de la clôture des listes, des dépôts des listes à Elekam. Nous sommes arrivés ce matin, appelés par nos camarades dépassés, qu'ils étaient depuis une semaine. J'ai été au secrétariat de monsieur le sous-préfet signaler l'urgence, que personne n'ignore d'ailleurs. J'ai prié ses secrétaires, son secrétariat, de le prévenir de notre présence et de l'importance qu'il y aurait pour lui de signer nos dossiers, compte tenu du fait qu'il ne nous reste plus que quelques heures. Nous n'avons eu aucune réponse. Nous avons donc compris que la seule chose qui nous reste à faire pour ne pas laisser monsieur le sous-préfet nous déposséder de notre statut de Camerounais, c'est de bloquer de manière républicaine ses services. Quittons les bruits entre guillemets du mouvement pour la renaissance du Cameroun pour le silence de certains partis politiques de l'opposition. Là-bas, la devise c'est silence, on travaille. Deux vedettes identifiées dans cette catégorie, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP et l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès ANDP. Que font-ils concrètement pendant ce jeu d'avant-match pour le double scrutin de février 2020? Réponse dans cet élément de Janice Kamga et Luc Vondon. On les a vus acquis à la cause du RDPC lors de la présidentielle d'octobre 2018. Pour le double scrutin de février 2020, les alliés du parti au pouvoir font cavalier seul. L'ANDP réaffirme sa présence. Son silence serait en réalité un repli stratégique à la base, le septentrion. L'ANDP va prendre part personnellement en alignant ses candidats à la députation, mais aussi aux élections locales. Le président national est actuellement à Maroua pour s'occuper des listes de l'extrême nord parce qu'on va se présenter dans pratiquement 6 à 7 régions. Donc il est en train de superviser à l'extrême nord cette phase-là. Même son de cloche du côté de l'UNDP, l'heure est à la discussion. Le tic-tac de la réunion de la commission d'investiture pour le centre retentit. Les stratégies sont peaufinées par groupe dans le respect de l'approche genre. L'UNDP s'affaire à constituer ces listes et d'ailleurs les commissions y relatives, que ce soit au niveau des régions ou au niveau départemental, sont à pied d'œuvre aujourd'hui et demain pour les dernières pour coordonner toutes ces activités-là sur le terrain. L'UNDP va sous sa bannière propre et nous affronterons tous ceux qui, n'est-ce pas, sont aussi engagés à cette élection. Nous sommes d'ailleurs prêts pour ça. La concurrence anime le jeu politique en vue des échéances de 2020. Ces partis à vocation nationale disent mettre tout en œuvre pour s'assurer une certaine stabilité hégémonique. Cela passera par l'acquisition des municipalités à fort enjeu et du maximum de sièges à l'Assemblée nationale. L'engouement des femmes pour ces élections de février prochain est grand et perceptible. C'est le constat fait par le réseau More Women in Politics au cours des activités de sa clinique d'assistance électorale lancée récemment ici à Yaoundé. Plus de détails avec Delphine Fonkoutene et Constant Kamga. Elles se comptent par centaines, ces femmes désireuses de rentrer dans l'histoire des législatives des municipales du 9 février 2020. Ces candidates potentielles viennent de réitérer leur ambition le temps des 2 jours d'activité de la clinique d'assistance électorale du réseau More Women in Politics. Une occasion qui a permis de relever 2 faits majeurs. Premièrement, un engouement jamais regardé des candidats potentiels mobilisés en rang serré pour les législatives et municipales du 9 février 2012. Deuxièmement, une attention particulièrement marquée à monter un dossier de candidature exemplaire. La chaîne de solidarité féminine Women for Women, mise en place en mars 2018, s'est trouvée renforcée par une centaine de nouvelles adhésions et nous nous en félicitons. Ces derniers ont en outre été coachés à la constitution des dossiers de candidature à ces élections. La lumière a été faite sur les différentes pièces requises, notamment
la déclaration de candidature, l'extrait d'acte de naissance, le certificat de nationalité, l'extrait de casier judiciaire et la déclaration sur l'honneur. L'opération 30% de femmes aux municipales et législatives est en marche à travers le projet Démocratie au féminin. Les femmes sont plus que jamais prêtes à élire et se faire élire. Parlons de toute autre chose à présent. Après cette page réservée aux législatives et municipales de 2020, à l'invitation de Paul Biya, président en exercice de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, un sommet des chefs d'État de la sous-région se tiendra au Palais de l'Unité vendredi 22 novembre. Et dans le même sillage, les ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale sont réunis depuis ce matin à Yaoundé à l'occasion de leur 34e session ordinaire. À l'ordre du jour, l'adoption du budget 2020 de l'institution sous-régionale et le point sur les projets intégrateurs. Voici le compte rendu de Bran Kamga et Samuel Bonis. La communauté économique et monétaire d'Afrique centrale veut une nouvelle image d'elle en matière d'intégration sous-régionale. Nouvelle boussole, ces 12 projets intégrateurs. Avec une enveloppe d'à peu près 2800 milliards, nous allons travailler ensemble avec nos partenaires techniques et financiers pour que ce programme puisse s'exécuter de la manière la plus diligente, parce que notre souci, notre souhait, notre volonté, c'est d'amener nos pays vers l'émergence, vers la prospérité, vers le développement inclusif. La 34e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale, tenue ce 20 novembre à Yaoundé, portait également sur l'adoption du budget de la CEMAC pour 2020. Ce budget est assis essentiellement sur la tâche communautaire d'intégration. Je dois vous dire que là-dessus, nous remercions aussi les très hautes autorités camerounaises parce que leur contribution est estimable au niveau de la TCI de la sous-région. En marge de ce conseil présidé par Alamine Ousmane Mey, un protocole d'accord a été signé sous la casquette de ministre de l'économie avec son homologue de la Guinée équatoriale pour la construction du pont sur le fleuve Ntem, projet intégrateur pour plusieurs pays. Il s'agit de Tchad, Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, et pourquoi pas aussi le Congo, à travers des routes transafricaines qui est déjà là et qui va connaître les améliorations. Après le Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale, place au sommet des chefs d'État de la CEMAC ce jeudi à Yaoundé. Intéressons-nous à présent au réconfort du président de la République aux déplacés internes de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui ont trouvé refuge dans le département du Mbamé-Noubou, région du centre. Le don du chef de l'État porté par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, a été distribué au cours d'une cérémonie riche en sons et couleurs. Delphine Fonkoutene et Constant Kamga. Matériel de couchage, denrées de première nécessité, avec en plus des frais de transport. Ils sont près de 450 représentants des familles, désormais réfugiés ici à Makenene, qui reçoivent ce 19 novembre ce kit, don du chef de l'État. Les bénéficiaires disent leur reconnaissance. Nous remercions le président de Paul Biya que ce qu'il a nous donné quand le garde, c'est qu'on va rester et manger et dormir sur le matras. Ça va nous aider bien ici à Makeni quand on va dormir avec. Je lui dis merci avec Madame Chantal Biya. À côté de ces dons qui s'inscrivent dans le cadre du plan d'assistance humanitaire d'urgence, le ministre de l'administration territoriale annonce des mesures spéciales prises par le chef de l'État pour améliorer les conditions de vie de ces derniers. C'est une instruction du président de la République et cette instruction a été réitérée par le Premier ministre chef du gouvernement lors des réunions de cabinet, de conseil de cabinet, que les déplacés internes qui ne sont pas dans les régions doivent aller à l'école sans rien payer. Il n'y aura pas de tracasserie. Voilà pourquoi j'ai dit au préfet qui est là, au sous-préfet, qu'une instruction présidentielle a valeur de décret. Donc, exécution immédiate. Pour un retour définitif de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, une phase de développement sera mise sur pied pour permettre à ces réfugiés de s'autogérer. Plus que jamais, le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, est en train de mettre sur pied des mécanismes pour un retour à la normale. Et tôt ou tard, je viendrai ici pour chercher mes frères pour qu'on rentre ensemble à Bamenda, à Boya, à Mouyouka, à Batibo, à Foudong. Comme ça, nous allons continuer à vivre comme
nous avons été toujours dans les deux régions. Paul Atangandi salue l'hospitalité et l'amour des populations de Makenene envers ses déplacés internes. Des valeurs qui traduisent dans les faits de vivre ensemble au Cameroun. Et justement, parmi ces déplacés, il y a certainement des enfants. Ce 20 novembre est Journée mondiale de l'enfance. Faisons honneur aux tout petits. Nous en avons dans ce studio. Kenza Mara Bassek, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 8 ans, élève au cours moyen 2e année ce soir. Vous êtes notre présentatrice junior. Et avec vous, nous parlons de santé et des jeunes scolaires. Justement, la jeunesse scolaire est armée contre le VIH-Sida. Les synergies africaines, aux côtés des élèves venus de 15 établissements de la ville de Yaoundé, le temps d'un atelier au lycée général Leclerc, ont exploré tous les pièges à esquiver. Jean-Stéphane Bacha, chef de troupe de ces émissaires de la Première Dame, prépare ainsi la célébration prochaine de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Reportage Arnaud Nguefak et Michel Foucault. Jeunesse scolaire au banc de la cible, celle visée par cet atelier de sensibilisation contre le VIH-Sida, initié et porté par les synergies africaines. Ici, au lycée général Leclerc, ce sont les élèves des clubs santé, issus d'une quinzaine d'établissements de la ville de Yaoundé, avec leurs encadreurs d'activité. Une cible, un but précis. Vous savez que les jeunes sont les plus affectés, les jeunes entre 15 et 24 ans sont les plus affectés. Donc ça a une signification particulière et notre présidente fondatrice, Mme Chantal Biya, nous a donné des consignes fermes pour continuer le combat contre le sida en milieu jeune. Au-delà de l'éducation dans la salle de classe, il y a une éducation post- et périscolaire autour de l'école qui a ses manières, ses méthodes propres, n'est-ce pas, pour approcher l'élève. Face aux messagers de la première dame Chantal Biya, ils sont attentifs aux enseignements. Plus de 65% d'entre eux ne sont pas capables d'identifier correctement les moyens de prévention contre la transmission par voie sexuelle du VIH. Abstinence, conseiller, protection à travers le préservatif, enseigner les pièges des réseaux sociaux dévoilés afin de les amener à éviter la pandémie. Ce qui se passe dans nos réseaux sociaux, c'est des vidéos pornographiques, etc. et des abus sexuels et des jeunes qui font des partouzes et qui les envoient dans des réseaux sociaux. Et nous devons, à cette journée commémorative, interpeller cette jeunesse et interpeller également des encadreurs, au premier rang les parents. Plus de 2 heures ensemble entre exposés et questions-réponses. Le message est passé. Les élèves ont tout appris et comptent lutter contre le VIH-Sida, même à travers le virtuel. Les réseaux sociaux ont plus d'effets néfastes que d'effets positifs. Par exemple, sur les réseaux sociaux comme Facebook ou WhatsApp, dans les groupes WhatsApp, on trouve beaucoup plus des images et des vidéos indécentes. Quand tu ne sais pas réellement ce que tu peux chercher là-bas, cela va t'inciter, ça agit comme la nicotine en fait. Ce sera comme une drogue, tu auras envie d'essayer ce que tu vois. Et tu pourras te retrouver avec une maladie comme le VIH-Sida. Belle façon de jouer les préludes de la célébration de la 32e journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Et nous sommes toujours avec notre vedette du jour, Kenza Mara Bassek. Le menu du journal de ce soir, vous l'avez préparé avec nous. Vous avez assisté depuis le matin à notre conférence de rédaction. Qu'avez-vous retenu au sorti de cette réunion quotidienne avec les professionnels du canal de Mara? Oui, j'y étais avec des journalistes. Ils décidaient quelle équipe allait sur le terrain et réfléchissaient avant de diffuser n'importe quoi sur le journal. Alors, on l'a dit, ce 20 novembre est Journée mondiale de l'enfance. Pourquoi, selon vous, doit-on célébrer une journée comme celle-là? Aujourd'hui, on célèbre la Journée mondiale de l'enfance car l'enfance est une étape importante, tout le monde l'a passé d'ailleurs, et... Allez-y, Mara, allez-y. Vas-y. Pourquoi on doit célébrer une journée comme celle-là? Et c'est pour montrer que les enfants ont des droits et qu'ils existent. Alors aujourd'hui, nous avons voulu laisser les enfants se prêter au jeu des plus grands. Vous l'avez compris, c'est la journée mondiale consacrée à l'enfance. Madame, monsieur, restez sur Canal 2 International. La suite de l'information, c'est avec vous. À Douala. Aimé Catherine Moukouré, bonsoir.
Bonsoir Arnaud Nguefak, à votre suite des questionnements. Quelles solutions adopter pour que l'Afrique puisse nourrir les Africains? La question était au centre des préoccupations des industriels ce 20 novembre, date qui marque la commémoration de la journée africaine de l'industrie. Le constat fait, ce matin, présente un continent riche, mais qui malheureusement est le plus pauvre au classement du secteur industriel. Yvonne Katinken et Stéphane Binac nous disent pourquoi. L'Afrique a du potentiel, avec 12% de réserves mondiales de pétrole, 40% d'or, mais le continent est à la traîne du développement industriel. L'Afrique est le dernier continent industrialisé avec une valeur ajoutée manufacturière mondiale qui représente à peu près 1,5%. Très loin derrière l'Asie qui est le premier continent, avec à peu près 45-47%. Aucun pays ne s'est développé sans un secteur industriel solide. C'est pourquoi l'Afrique doit développer son industrie et la positionner pour approvisionner le marché de la zone libre-échange continentale africaine. C'est une préoccupation majeure pour les industriels réunis à Douala ce matin. Je crois qu'il faut repenser le modèle industriel africain. Nous ne devrons plus être simplement des fournisseurs de matières premières. La triste réalité nous présente un continent dont l'industrie s'est positionnée sur des secteurs à faible valeur ajoutée, faisant de l'Afrique le continent le moins industrialisé du monde. Ce jour est consacré à sensibiliser les leaders, tous les pays africains, de mettre tout en œuvre pour assurer cette croissance, cette industrialisation de l'Afrique. Il est temps de prendre conscience, mobiliser les appuis multiformes, promouvoir les échanges sur le continent. La zone de libre-échange africaine, c'est quand même 1,3 milliard de consommateurs sur 54 pays, avec un objectif à terme, que l'Afrique puisse nourrir les Africains. Et on parle également dans ce journal de la signature ce jour du contrat de subvention pour le projet accompagnement des communautés urbaines de Yaoundé et de Douala dans la mise en œuvre des plans de mobilité soutenable. L'Union européenne va injecter 4,1 millions d'euros, soit 2,7 milliards de francs CFA pendant 5 ans dans l'objectif de contribuer au renforcement de la gouvernance urbaine dans les villes bénéficiaires tout en répondant à au moins une des préoccupations de garantir l'inclusion des villes, améliorer leur résilience, favoriser la coopération triangulaire et créer des emplois. Je vous propose une attitude du ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, qui présidait la cérémonie de signature du dit contrat de subvention au micro de Charles-Robert Itoc et Thierry Nana. Beaucoup me demandent toujours la décentralisation, c'est quoi? La décentralisation, c'est d'offrir les services sociaux de base à nos populations. Et nous pensons que la mobilité urbaine est un de ces services qui est attendu de tous nos concitoyens. J'imagine que la plupart d'entre nous ici vivent soit à Douala, soit à Yaoundé. Et se mouvoir dans ces cités, pour certains d'entre nous, un véritable cauchemar. Je ne voudrais manquer de respect à aucune corporation, mais vous avez bien pu vous rendre compte de ce que certains modes de transport ont induit comme désordre urbain dans notre pays. Monsieur le délégué du gouvernement, ce que j'ai retenu, c'est que vous avez été choisi à la suite d'une âpre compétition. La précision, la méticulosité avec laquelle vous avez préparé vos dossiers doivent être les mêmes qui traduiront leur mise en œuvre. Nous continuons ce journal en ouvrant la page culturelle. Nous le disions en titre justement 23 ans aujourd'hui que les sons de sa guitare n'ont plus résonné, en live du moins. Le talentueux bassiste et chanteur camerounais Kotobas s'est éteint le 20 novembre 1996 à 33 ans seulement. Les mélomanes fredonnent encore ses titres aujourd'hui pour pérenniser ses œuvres. Une fondation Châtelain a côtoyé l'artiste avant sa disparition. On préparait un concert avec Kotobas. J'étais sur Yaoundé 1 pour la communication à la télévision nationale et c'est de là-bas. Moi, j'avais appris que Kotobas était décédé. Bon, vous imaginez une information comme celle-là. On
n'y croit pas tout de suite, il faut recouper l'information. Et quand j'arrive sur Douala, je me rends à l'évidence que Kotobas n'est plus. Alors là maintenant c'est un choc partagé. Je sais qu'il y a certains d'ailleurs qui ont tenté dans les réseaux sociaux de comparer à peu près cette disparition à celle plus récente de Didier Arafat. Mais vous savez, l'émotion est la même partout. On pleure à Abidjan, on pleure à Douala. Mais si je tente une comparaison, il faut dire que la procession funéraire de Kotobas a été pour moi inédite. Parce que de la levée du corps jusqu'à la veillée, il faut dire que le cercueil porté par un corbillard s'est relevé de pleurs, du cri, a traversé la ville de Douala. Jusqu'ici, des actions sont orchestrées pour pérenniser sa mémoire et ses œuvres à travers une fondation mise sur pied par sa nièce. Les 23 ans de décès de Tonton Vier, donc Kotobas, qui est mort le 20 novembre 1996, n'est-ce pas? Et comme il a maintenant une fondation à son nom, nous avons décidé de marquer d'une pierre symbolique son décès, et ce par une assemblée générale pour, n'est-ce pas, officialiser la procédure administrative et comptable de la fondation. Ce 20 novembre 2019 marque ainsi le 23e anniversaire de son décès et à cet effet, une gemme de fleurs a été déposée sur sa tombe au cimetière de Bonabéry. Comme dit l'adage, l'artiste reste éternel. Toujours en culture, le comité d'organisation d'Anya Show Fashion 20 continue sa parade prestige chez les entreprises partenaires. Des billets d'invitation ont été remis aux responsables des entreprises Easy Ride, SMS Déco, entre autres. Junior Rossin et Donald Chunga pour les précisions dans cet élément. Te remercier pour le partenariat de Club O. Vous dire vraiment merci de tout cœur. Un timbre vocal du promoteur de l'annual show Fashion 20, teinté d'humilité et de reconnaissance pour accompagner la remise des billets d'invitation tout en or à ses nombreux partenaires. Quand on a de l'or, on savoure. Je vous dis que j'ai plus que de l'or. C'est un lingot d'or que j'ai entre les mains. Déjà, annuel show, c'est de l'or. Tout commence à l'ouverture de chaque portier de ces véhicules de marque appartenant à Easy Ride, un partenaire qui se distingue par son service premium en faveur de l'annual show Fashion 20. Ce partenaire reçoit des billets en or des mains de nos séduisants mannequins. Nous sommes à Bonapriso. Nous avons 3 gammes de véhicules. Nous avons la première gamme, ce sont des véhicules free brandés. La deuxième gamme de véhicules, ce sont des véhicules berlines. Et notre troisième gamme, c'est la gamme de véhicules 4x4. À quelques mètres de là, sur la rue Ngosoding à Bali, c'est l'agence de décoration SMS Déco qui nous ouvre ses portes. Gracieusement, des billets en or qui sont remis à sa promotrice font corps avec cet environnement féerique. Ici, c'est plus de 2000 chaises et tables de luxe en or et plus de 1000 ustensiles en or également réceptionnés pour des soirées glamour comme l'Anya Show Fashion 20. On déploiera tout ce que SMS Déco a d'or, quoi. Enfin, de majestueux, de luxueux, parce que tout le parterre de Anya Show, tous les invités, tous les mannequins le méritent. SMS Déco, responsable de la décoration de l'annual show Fashion 20, au cœur de son laboratoire de luxe, un sitting est disposé, une mise en place pour un événement chic comme l'annual show Fashion 20. Verre plat en or, cuillère, fourchette et couteau, or, tout y est pour faire scintiller tant les tables des invités que l'intérieur du St. John Plaza. Oh, comme de l'or au Club O à Bonanjo, nous y sommes, accolade fraternelle entre le directeur général de cette boîte de nuit de référence à Bonanjo et l'équipe dirigeante de l'annual show Fashion 20. Après un discours de circonstances, les billets sont remis sous forte acclamation. On a prévu beaucoup de surprises, des artistes surprises, des DJ surprises. Tout ça va être des surprises. Je préfère de ne rien dire pour le moment. En fait, tous les soirs, à partir du 27 au 30 novembre 2019, le Club O accueillera l'after show de l'annual show Fashion 20 pour des moments de charme, de séduction et de bienséance. De véritables soirées dansantes et de réjouissances non-stop entre mannequins, stylistes nationaux et internationaux et staff
de l'Annual Show Fashion 20. Annual Show Fashion Week, led with fashion. Refermons ce journal avec cette note en sport. On a atteint la 8e borne du championnat Elite One ce mercredi. Une cascade de surprises enregistrée. Le Coton Sport de Garoua a perdu pour la première fois de la saison en s'inclinant 0-1 face à Dragon de Yaoundé. Même sort subi à Limbé par Bamboutos de Mbouda, battu 1-2 par le Tonnerre Kalara Club. Au classement, Coton reste leader malgré la défaite avec 14 points, suivi de Bamboutos et Panthère Djundé. 13 unités pour chacune de ces équipes. Prenons l'actualité à l'étranger. On parle de cette nouvelle attaque meurtrière au Mali, dans l'est du pays. Les combats ont fait 24 morts du côté de l'armée et 17 du côté des djihadistes. Cette attaque survenue à Tamboukor a frappé des militaires participant à l'opération nigéro-malienne, une opération montée par les deux pays pour traquer les terroristes du long de la frontière. Les détails, c'est avec nos confrères de BBC. Cette annonce intervient alors que les ministres de la Défense et des Affaires étrangères africains se réunissaient à Dakar pour discuter de la sécurité, en particulier dans la région du Sahel, où les militaires s'efforcent de contenir la propagation des groupes djihadistes. Le point avec notre correspondante à Dakar, Louise de Wast. Ce forum a lieu dans un contexte régional extrêmement difficile. Hier, l'armée malienne a annoncé la mort de 24 soldats et 17 militants lors d'une opération conjointe avec le Niger. Au Burkina Faso, où les attaques sont quasiment quotidiennes. Les raisons de cette insécurité sont complexes, mais l'une d'entre elles soulignée ici, c'est le manque de ressources, de formation des armées nationales. Rappelons que c'est une zone où opèrent des groupes liés à Al-Qaïda, à l'État islamique. Hier, lors de la cérémonie officielle, le président sénégalais Macky Sall a déploré cette situation malgré la présence de plus de 30 000 soldats sur le terrain. Un sentiment partagé par le président mauritanien Mohamed Al Ghazouani. Écoutez. L'ONU doit se réformer, non seulement au niveau de la composition des membres permanents du Conseil de sécurité, mais également dans sa politique de maintien de la paix, qui n'est pas en adéquation avec les enjeux du terrorisme d'aujourd'hui. Ici, les participants sont tous d'accord sur le fait que la situation sécuritaire se dégrade dans la région. Il est donc normal que les États soient inquiets, que certains appellent au renforcement des mandats, des forces déployées. Mais un certain nombre d'experts présents à ce forum insistent également sur le fait que ces réponses militaires doivent, selon eux, s'inscrire dans un processus politique, parce que si l'insécurité se propage, c'est aussi bien évidemment à cause des défis de développement social et économique. C'est la fin de cette édition du 19h50. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous nous excusons une fois de plus pour les soucis techniques rencontrés. Demain, nous aurons le plaisir de vous retrouver en meilleure forme à 13h. Lille Piedjou sera là pour l'édition de la mi-journée. Je vous retrouverai en compagnie d'Arnaud Gueffac dès 19h50. Bonsoir à tous.